Sous la glace. À l'autre bout était le ciel qui se précipitait contre l'horizon. Moi, j'étais ici, avec ma tête beaucoup trop lourde, et entre les deux, il y avait ce champ. Alors, je me mis à courir. Je courais. Je voulais me précipiter contre le ciel à l'autre bout. Je voulais nager dans une mer de molécules. Que tout s'écarte devant moi et m'ouvre la voie. Je criais à la face du soleil. Mais il ne m'entendait pas. Le soleil ne m'entendait pas. L'univers se taisait. L'univers n'avait pas encore remarqué que j'étais là. Mais j'étais là. J'étais un petit garçon sous le soleil et je parlais de 1000 voix, car personne ne voulait être mon ami. Personne ne voulait jouer avec moi. Alors j'étais, moi, tous ces êtres dont j'avais besoin pour survivre. Je n'étais plus seul, j'étais le monde entier, tout ce dont j'avais besoin, et je me parlais, je me battais contre moi, et j'étais tous les êtres et toutes les pensées. J'étais tout. Derrière la maison, des avions qui décollent et qui atterrissent, la piste d'atterrissage, jour et nuit. Jour et nuit, ce bruit, tout vibrait, tout très sombre. Des lambris sombres, des murs sombres, pas un ray de lumière, un passe-plat entre la cuisine et le salon, un four à micro-ondes, des surgelés, ma mère, mon père, un pavillon Bouygues. C'était toujours sombre. Ils avaient juste oublié de percer assez de fenêtres. Quelque part dans la masse sombre, ma mère, ma sœur, mon père flou, à peine reconnaissable. Ma mère trébuche en descendant à la cave, va chercher un truc dans le congélateur, le met au micro-ondes, appuie sur une touche, regarde la plaque tourner lentement, attend, ding, pose le truc sur la table et disparaît à nouveau dans la masse sombre. Je regardais par la porte, il y avait un Judas et je voyais mon père en face, sur la piste d'atterrissage, nerveux, anxieux, au milieu du petit aérodrome. Il fallait qu'il guide les avions vers la piste d'atterrissage. Mais à chaque fois qu'il s'approchait, il s'énervait. Il s'agitait, il oubliait tout, il n'était tout simplement pas bon, il n'y arrivait pas. Il avait appris ça un jour et tout oublié entre-temps. À l'école des contrôleurs aériens, c'était déjà l'un des plus mauvais. Les plus mauvais, ils se trompaient dans les signaux, ils ne faisaient pas les bons gestes. Les avions s'écrasaient toujours. Dans un grand bruit, parfois ils se crachaient même dans les buissons et prenaient feu ou ils n'atterrissaient pas sur la bonne piste. Mon père souriait d'un air gêné, angoissé. Il voulait partir de là, mais il ne savait pas où aller. Cet endroit, personne ne voulait y être, personne ne venait s'y perdre. Il était content, ça n'arrivait pas si souvent qu'un avion se fracasse sur la piste d'atterrissage ici. Il faisait toujours sombre et toujours froid. Il ne trouvait personne pour faire ce boulot. Il a fallu qu'il suive une formation continue, 2-3 jours, presque tous les mois, mais c'était inutile. Il avait peur des avions. Peur des bruits de moteur, il se bouchait les oreilles quand un avion atterrissait. Quand il fonçait au-dessus de sa tête, il fermait les yeux et chantonnait tout doucement. Gelé sous la glace, neige, froid, glace. Tout est sous la glace, rien ne bouge, tout est immobile, hypothermie. Congelé, surgelé, produit surgelé, froid, tout est sous la glace, enfoui sous la glace, une épaisse couche de glace, épaisse, froid, le froid sombre de la glace qui craque bruyamment, brise-toi enfin. J'ai fermé la porte sur le ciel, sur le soleil, le champ, l'univers. J'avais couru si loin que je finis par m'écraser quelque part. J'entendis une chute, je m'entendis tomber et quelque chose se brisa en moi. Un bruit violent. Soudain, mon cœur se déchira et je l'entendis se déchirer. Alors, une porte s'ouvrit. J'étais arrivé. Le monde était en pièces. Cette déchirure, pensais-je, ce bruit. La nuit, quand tout le monde dort, il n'y a que moi, tout éveillé, à écouter mon cœur se déchirer, lentement. Un bruit horrible. Et cette mère égarée, et ce père égaré, ces êtres anxieux, seuls, ces êtres égarés, mal assurés, qui errent à travers leur vie, incertains, sans force, qui tombent, se relèvent, ne bougent plus, ils ne me voient pas, ils ne m'entendent pas, ils sont gelés sous la glace. Ils ont mis au monde un fils,
un seul, parce que ça se fait, quoi. Il ne m'aime pas. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de courir, d'avancer, de chercher, de regarder, de trébucher, de tomber, de me briser et de crier. Je me rappelle les longues promenades dans la forêt gelée. Juste avant, on avait regardé la télé, mes parents se racontaient ce qu'ils venaient de voir. Ils se repassaient les images. Ils se refaisaient le film qu'on venait de voir, une phrase par image. Le temps se figeait. On n'avançait pas. Nos pensées immobiles, figées, froides, immobilité. Je restais en arrière, je voulais marcher tout seul, goûter le moment où mes parents disparaissaient à l'horizon. J'étais seul, enfin. Puis, tout est devenu sombre, vaste, froid, immense. Tout était gris, c'était novembre. J'étais tout seul, autour de moi le reste du monde, une image gelée en moi depuis ce moment. Mes parents, sur un lac gelé, derrière eux des avions qui décollent et atterrissent. Lentement, je suis retourné à côté d'eux. Ils ne s'étaient même pas rendu compte que je n'étais pas là, ils ne s'en étaient même pas rendu compte, ils continuaient de parler. Quand je suis absent, personne ne me remarque. L'univers ne s'intéresse pas à moi, l'univers n'a pas encore remarqué que j'existe. Je n'existe pas, je ne suis pas là du tout, ne cessait de crier une voix dans ma tête pendant la nuit. Et les autres ne m'entendaient pas courir dans la maison, la nuit, monter et descendre l'escalier sans cesse, monter et descendre, jusqu'à m'effondrer, me relever, continuer à courir, monter et descendre, de plus en plus bruyamment, jusqu'à trébucher, tomber, me jeter sur le carrelage de la cuisine, me frapper la tête contre le sol pendant des heures. Ils ne l'entendaient pas. Ils ne voulaient pas l'entendre. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout dormait. Tout dormait. Ils ne voulaient pas m'entendre. Ils avaient peur. Peur de moi. Ma petite sœur, sans couleur. Ma mère, sinistre et égarée. Mon père, terriblement absent. Dormez, tranquille. Dormez donc. J'arriverai bien à vivre cette vie seule. J'existerai bien sans vous dans ce monde. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un m'entend, des cris comme sous la glace. Tout gèle. Mes mots gèlent pendant que je les dis, le temps gèle pendant que je le vis, pendant que j'essaie de le faire disparaître en vivant. Il s'arrête, les heures se ressemblent. Elles n'avancent pas, elles se figent, et je suis couché ici, dans la glace, sans avancer. Jean personne. Trop vieux pour un nouveau départ, trop jeune pour sa vie battue. Dans quelques années, tout sera fini. Dans quelques années, je serai un de ces hommes qui portent des pantalons informes en velours côtelé et disent des conneries dans le couloir en sortant des poubelles, que plus personne n'écoute parce qu'on se fiche de ce qu'ils racontent, que tout le monde approuve en disant oui, oui, et en continuant son chemin. Un de ces hommes qui ne dérangent pas vraiment, car on se fiche qu'ils soient là ou pas, parce que personne ne les remarque vraiment, et ils se fichent eux-mêmes des lieux où ils traînent et où on les laisse en plan, qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils sont plus occupés à essayer de relever leurs pantalons de retraités au-dessus des hanches jusqu'au nombril. Je veux que quelqu'un m'entende ici. Il faut que je sorte. Il faut que je parte d'ici tout de suite. Je trébuchais et tombais. Porte 1, porte 2, l'escalier, monter et descendre. Dans la maison de mes parents, je trébuchais, je tombais, me relevais. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un m'entend. Et ces cris, cette course, cette poursuite, cet effondrement et cette chute, j'ai retrouvé ça plus tard, dans les lounges des aéroports, dans les salles de contrôle, lorsque j'étais fouillé de la tête aux pieds, examiné, passé au rayon X, embarqué, que je prenais un autre avion, que je cherchais, que j'arrivais quelque part et qu'il ne fallait jamais s'arrêter. Plus loin. Le Roi Lion. Chez Outsource Unlimited,
la première entreprise où j'ai candidaté, il y avait dans la phase bootcamp, c'était le séminaire des nouvelles recrues, la soirée New Wiz, à la suite d'une série d'entretiens, d'études, de cas et d'activités outdoor, où il fallait installer un bureau portatif dans un lounge d'aéroport, les yeux bandés. Donc il y avait pour finir ce grand dîner avec tous les employés de l'entreprise et les régiments de New Wiz. Et à la demande de la direction, tout le monde était censé jouer, chanter et danser les tubes du Roi Lion. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas de ça. J'avais honte, mais dans ce genre de manifestation, on testait notre esprit d'équipe, notre personal effectiveness, notre compétence relationnelle, et on distribuait des points sympathie. Si tu ne participes pas ou si tu n'es pas vraiment drôle, tu ne passes pas au prochain tour. Ou bien après, on te confie un projet en dessous du niveau que tu espérais, une sorte de punition, d'avertissement. On t'envoie ensuite à Mulhouse ou à Roubaix, alors qu'en fait, tu étais prévu pour Londres ou Tokyo. Marnie de la comptabilité, qui s'appelait en fait Monique, jouait une girafe et moi j'étais un rhinocéros déchiré par 3 hyènes de l'équipe du contrôle financier. L'Afrique, c'est les grands espaces, un supplément d'âme. En Afrique, l'homme est encore vraiment un homme intimement lié à la nature. Il fallait qu'on chante un duo là-dessus en agonisant. Ça nous a rapprochés, on est rentrés bourrés à la maison, main dans la main, on trébuchait, tombait par terre, s'embrassait, continuait de marcher. Devant la résidence où j'habitais, elle s'est pliée en deux et a vomi dans le canal. J'avais encore ma carapace de rhinocéros et j'étais penché sur elle à rire et elle a défait mon pantalon, sorti ma queue et tout d'un coup elle est tombée en arrière et s'est endormie. Je la regardais. Je regardais le canal, froid. Il commençait à neiger, silence. Tout d'un coup, une fenêtre s'est ouverte, j'ai entendu des cris. Un homme et une femme qui se disputaient violemment. Soudain, un chat vole par la fenêtre. L'homme attrape le chat par la queue et le fait tournoyer en large cercle au-dessus du canal. Le chat tend ses 4 pattes, terrorisé, essaie de se rattraper, mais ne trouve pas de point d'appui. Aucun point d'appui dans sa chute libre. Il fait si froid dehors, il neige, tout passe au ralenti. Le chat me regarde, comme s'il cherchait de l'aide. Moi aussi, je le regarde, je ne peux pas t'aider, c'est pareil pour moi. Terrifié, il fait un vol plané en direction du canal, dont la surface gèle lentement. Il tombe et la transperce. Et gèle quelques centimètres en dessous de cette surface avec une expression d'immense terreur, de peur, panique et de désespoir, et il reste là, étendu, sursaute encore quelques minutes ou quelques heures, je ne sais pas, et il meurt. Sidéré, je regarde ce chat, et lui, fou de peur, se congèle dans son agonie. Je suis là, je rentre ma queue, je l'avais complètement oublié, et je monte dans mon studio, froid, j'allume la télé, applaudissements. J'ai plongé dans le sommeil. Marnie est restée au bord du canal, sous l'une des caméras de surveillance, qui contrôlait sous tous les angles le site de l'entreprise, y compris les résidences. Le lendemain, on nous a prié tous deux de chercher un domaine d'activité en dehors de l'entreprise. Notre duo sur l'Afrique n'avait pas été convaincant. La direction de l'entreprise pensait qu'on pouvait de façon certaine reconnaître une ironie sous-jacente dans notre prestation. Ce n'était pas vraiment le but. Le but, ce n'était pas d'être ironique. Désolé, on aurait quand même pu s'entraîner, au moins en cachette, en plus pendant la nuit. Ils avaient même eu le temps d'évaluer les vidéos où on était bourré par terre au bord du canal et où on essayait vainement de faire l'amour, presque congelé. Personal effectiveness, 0%. My secret garden. Je n'ai toujours pas de titre pour cette pièce. Pour un auteur, un titre, c'est comme une commande. Un titre peut indiquer la direction à prendre, un sujet, un voyage. Un titre peut annoncer « on va aller par là, tu devrais regarder ça plus précisément ». Mais en ce moment, il n'y a dans ma tête que ces crises et effondrements. Oui, crise serait un bon titre.
Alors, on verrait un homme de 40 ans, moi, perdant toutes ses certitudes, toutes ses relations et tous ses contacts, arriver à un état d'épuisement et d'agitation permanente dans un corps qui n'a plus droit qu'à de rares excès, et seulement si on le bourre de piqûres de vitamines et de programmes de bien-être, dont le père est dans le coma, accroché à des tuyaux. Crise serait bien, ou solitude, excès de solitude, ou excès de travail, excès d'alcool, excès de solitude, ou épuisement, ou enfance. Car depuis quelques nuits reviennent toujours ces images d'enfance, et je me réveille, et il n'y a rien d'autre que la peur. Juste la peur. Mes parents meurent, et j'aimerais m'expliquer avec eux, mais je ne sais pas exactement par où et par quoi commencer. On n'a jamais été vraiment proche, dommage. Et quand ça arrivait, c'était toujours trop proche, et ça devenait insupportable. Un sentiment paralysant, comme d'être enfermé sous l'eau et congelé lentement. Journal intime. Quelqu'un raconte simplement sa vie, non-stop, auto-fiction. Ce serait aussi un bon titre, car alors il serait clair que, certes, j'ai vécu tout ça, mais pas exactement comme je l'ai décrit, je suis auteur, quoi. De toute façon, je perçois toujours tout de façon plus dramatique que ça n'a lieu en réalité. Tout cela est de la fiction inventée librement. Dans ce que j'écris, rien ne s'est véritablement passé ainsi. Ma relation amoureuse longue de plusieurs années a volé en éclats. Tout mon argent a volé en éclats dans cette crise financière de merde. Fuck all! Voilà le titre que je proposerais pour traiter plus intensément l'ensemble de ces sujets. Relations, travail, argent. Dis que tout ça n'est pas de ma faute. Ce serait aussi un bon titre. Depuis quelque temps, j'ai ce sentiment horrible de ne faire rien. Absolument rien pour changer l'état du monde en mieux, mais plutôt de vivre en ligne droite, travailler et encaisser de l'argent et le redépenser bien sagement. Pour un auteur, un titre, c'est comme une commande. Note, journal, autofiction, fuite en France. Enfin quitter ce pays sombre au passé atroce qui colle, encore stocké profondément quelque part dans les corps de tous ces gens. Fuite en France. Ça me plairait bien, comme Schiller, comme Büchner, plus tard Fassbinder, Romy Schneider. Ils voulaient tous partir de cette obscurité allemande. Ils voulaient tous venir ici, dans ce pays lumineux, avec ses jolies femmes, ses bons repas, et ces étudiants qui parlent de Sartre, Foucault, Badiou, en fumant cigarette sur cigarette, et appellent sans cesse à la grève, un état injuste, et en allant voir le soir des rétrospectives Godard dans des petits cinémas. Fuite en France, ou hôtel la nuit. Car la plupart du temps, je suis dans des chambres d'hôtel, seul, la nuit, et je regarde par la fenêtre, haute baie vitrée, calme, agréable, aucun bruit ne parvient jusqu'ici en haut, et si j'ai besoin de quelque chose, je n'ai qu'à appeler la réception, et il me l'apporte, je suis ravitaillé, je suis hors de toutes obligations, on s'occupe de moi, hors du temps et de l'espace, télécommande, minibar, ordinateur, regard par la fenêtre, souvenir. Personne pour interrompre le flux de mes pensées, débrancher le téléphone, juste regarder la ville à l'extérieur, et ils gisent tous là, tous ces fragments d'histoire, de souvenirs, de début. Un titre, c'est comme une commande. Enfance, crise, commun. J'aimerais bien écrire sur mes parents, même si ça m'est difficile. Et je ne cesse de me demander pourquoi, en fait. Ça intéresse qui? Ça fait déjà si longtemps et tout ça n'était pas beau, et je suis si heureux d'être enfin parti et de ne plus être retenu en otage par ces... Est-ce que c'est déjà du texte? Falk?
Bonsoir Falk, merci d'avoir pris la fuite vers la France, ce pays lumineux, quoiqu'en ce moment un peu assombri je trouve, mais enfin, en tout cas merci d'être avec nous ce soir. Falk, Briac l'a rappelé, présente cette saison 2 spectacles au TNS, Small Town Boy, que beaucoup d'entre vous ont vu récemment, et un projet dont les répétitions viennent à peine de commencer, Je suis Fassbinder, en collaboration avec Stanislas Nordet, un spectacle dont la première aura lieu le 4 mars prochain. Je vais très rapidement présenter notre invité. Je ne vais pas revenir dans les détails de son parcours, juste relever 2-3 éléments qui pourront servir de point de départ à notre dialogue. La première chose que je soulignerai, c'est que c'est ce qu'on appelle en français cette double casquette, cette idée que tu es à la fois metteur en scène et auteur dramatique, metteur en scène de tes propres textes, metteur en scène d'autres textes, de Brecht, Shakespeare, mais d'auteurs plus contemporains comme Mark Ravenhill par exemple, Houellebecq, que nous connaissons bien. Tu as travaillé dans différentes grandes maisons théâtrales, dans l'espace germanophone, à Vienne, à Zurich, à la Schaubühne évidemment. Et tu as, tout au long de ce parcours, écrit plus d'une trentaine de textes pour le théâtre, de formats différents, de formes différentes, qui néanmoins ont en commun, je crois, d'aborder des complexes thématiques qui reviennent, qui sont plus ou moins présents dans certains textes, alors que ce soit le système économique, la misère du politique, d'une certaine manière, que ce soit également, d'une manière plus générale peut-être, les structures de pensée qui nous sont imposées, le désarroi de l'individu moderne dans ces structures de pensée. C'est des thématiques que tu abordes donc à la fois en tant que metteur en scène et à la fois en tant qu'auteur dramatique. Et je crois que tu as commencé par des études de mise en scène. Et la première question que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi est venue s'ajouter, est-ce que l'écriture est venue s'ajouter à ça et pourquoi? Ist das Schreiben später gekommen? Das später gefolgt? Ja, okay. Bonsoir et merci pour m'inviter. Mein Französisch ist nicht so gut, ich verstehe ganz gut, aber ich spreche nicht so gut. Außerdem spricht ja im Elsass sowieso jeder Deutsch. Donc oui, je traduis quand même au j'essaie, donc merci de m'inviter. Et malheureusement, je comprends assez bien le français, mais je ne le parle aussi bien que je comprends. Mais en Alsace, tout le monde parle allemand de toute façon. Et donc vous avez réagi, donc ça a l'air de faire. Donc je parle anglais. Je parle allemand ce soir. En fait, je parle anglais avec Stan, mais je parle allemand avec Nils. Also ich habe angefangen eigentlich gleich mit meiner allerersten Inszenierung. Das war ein Stück von mir. Portrait, Image, Concept hieß das. Das war so ein erster Versuch, einen Monolog eigentlich, den ich auf der Regieschule gemacht habe. Und das Besondere an dem Text war im Grunde, dass der basiert ist auf einem Interview mit einer jungen Frau und dann habe ich daraufhin eigentlich einen Text weitergeschrieben und ich habe dann also einen fiktionalen Text für eine Schauspielerin geschrieben, aber auch so Anweisungen für sie geschrieben, wie sie selber live auf der Bühne improvisieren kann und live auf der Bühne Text generieren und produzieren kann. Das war also von Anfang an so eine Mischung aus einem geschriebenen Text und eine Art Anweisung, sich performativ auf der Bühne zu verhalten, um Text herzustellen. Donc oui, en effet, dès le début, quand j'étais encore à l'école de mise en scène et je faisais mes études de mise en scène, déjà ma première mise en scène, c'était une pièce qui s'appelait, un essai d'une pièce qui s'appelait Portrait, Image, Concept. Et c'était ce que j'essayais, c'était j'écrivais un monologue
qui était basé sur une interview avec une jeune femme. Et en fait, j'avais à partir de cette interview qui existe vraiment, j'avais continué à écrire un texte pour une actrice. Mais dans le texte que j'écrivais, dans ce monologue, il y avait déjà moi j'écrivais déjà des directions pour elle, comment sur scène, comment improviser, comment générer elle-même du texte. Und es ist so, dass ich bin jetzt am Theater seit ich 24 bin, also schon recht lange. Und irgendwann, also es war so relativ klar für mich, dass ich auch einfach mal alles ausprobieren will, alles machen will. Also ich habe Opern inszeniert, ich habe klassische Theatertexte inszeniert, ich habe neue Autoren, lebende Autoren inszeniert. Das hat mich eine lange Zeit lang auch sehr interessiert. Autoren, die jetzt schreiben, auch dann kennenzulernen und ihre Art zu denken kennenzulernen und in ihr Schreibsystem sozusagen mich reinzudenken und reinzufinden und auch einen Dialog mit ihnen zu führen und natürlich dann auch immer meine eigenen Texte. Also ich habe dann sehr schnell oder immer wieder auch zwischendurch meine eigenen Texte geschrieben und inszeniert. Und jetzt in den letzten Jahren habe ich vor allem mehr und mehr mit Tänzern gearbeitet. Also ich habe eigentlich von Anfang an mich dafür interessiert, wie kann ich so als Autor diesen Begriff des Theaterstückes, also des dramatischen Werkes so erweitern. Also wie kann ich auch schreiben für Tänzer, so dass ich Texte schreibe, die dann zur Bewegung werden, sowohl als auch Texte, die Schauspieler so sprechen, als auch Texte, die Musiker inspirieren. Also das ist für mich es sind so unterschiedliche Textqualitäten auch, mit denen ich arbeite, um dann eigentlich so ein Gesamtkunstwerk zu erstellen auf der Bühne. Donc, au théâtre, j'ai travaillé au théâtre depuis que j'avais 24 ans, donc déjà assez longtemps, et donc dès le début, pour moi, c'était très important de tout essayer. J'ai donc mis en scène des opéras, j'ai mis en scène des textes classiques du répertoire classique de théâtre. J'ai aussi mis en scène des textes écrits par des auteurs contemporains. Là, pour moi, c'était très important aussi de les rencontrer personnellement et donc d'entrer dans leur système d'écrire, de penser, d'avoir des dialogues avec eux. Mais aussi tout au long de ma carrière, mais aussi dans les dernières années, c'était toujours très important de mettre en scène aussi mes propres textes à moi. Par exemple, là, dans les dernières années, j'ai souvent écrit et travaillé avec des danseurs, par exemple. Donc, dès le début, je pense que pour moi, c'était très important d'élargir le terme de qu'est-ce que ça veut dire écrire, qu'est-ce que ça veut dire écrire une pièce. Et en tant qu'auteur aussi, travailler avec d'autres formes d'expression artistique, donc des danseurs, peut-être aussi des musiciens électroniques, des acteurs évidemment, et donc de créer comme une œuvre totale d'art et dans l'écriture mettre ensemble ou lier plusieurs formes d'expression theatrale sur scène. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass es für mich fast eine Sache ist, also Schreiben und Inszenieren. Also oftmals läuft das auch zusammen. Ich schreibe dann, während ich inszeniere, noch weiter und es ist so ein Prozess geworden. Also ich glaube, das bildet so allmählich eine Einheit, der Autor und der Regisseur. In meiner eigenen Arbeit. Es ist natürlich dann so, dass auch fremde Regisseure meine Stücke machen. Die nehmen die dann einfach wie so ein Stück, ne, was sie dann inszenieren. Aber wenn ich das selber mache, dann entstehen die Texte auch manchmal noch während der Arbeit oder ich arbeite weiter daran. Donc entre-temps, là, c'est un peu devenu la même chose, ça s'est tellement mêlé, écrire et mettre en scène, que pendant les répétitions, je continue à écrire et je continue à développer mes textes. Ça, c'est pour en ce qui concerne mon travail à moi. Pour d'autres metteurs en scène, évidemment, quand ils reprennent mes textes, ils les reprennent comme des textes d'un auteur. Mais moi, quand j'écris, ça peut souvent signifier que je me retrouve déjà en répétition et je continue à écrire. C'est un processus. Merci. Je propose qu'on reviendra peut-être tout à l'heure sur cette question de la mise en scène. Je voudrais qu'on en vienne un petit peu parler d'auteurs, justement, ou d'artistes qui t'ont intéressé, qui t'ont inspiré. Liebe ist kälter als der Tod, l'amour est plus froid que la mort, le premier film de Fassbinder, où on voit donc Anna Schygulla et Uli Lommel qui déambulent comme ça dans ce supermarché. Et je m'étais dit que peut-être ce serait pour nous, peut-être intéressant de rebondir par rapport à cet extrait où on voit à la fois
Fassbinder et peut-être aussi des éléments thématiques qui réapparaissent dans tes pièces. Okay, gut. Ja, also, ja, schöne Szene. Ich hätte, glaube ich, eine andere von Fassbinder genommen. Naja, gut, also das ist jetzt ein Frühwerk von Fassbinder, ne, wo er eigentlich so wahrscheinlich auch so die Stimmung, die er und seine Gruppe hatte, erstmal so ganz einfach versucht hat umzusetzen. Also die sind so eine Art Gangstergruppe, die fühlen sich so als Gangster und eigentlich sind sie aber Künstler, also ne, die Fassbinder-Gruppe, aber sie haben sich in den ersten Filmen ganz oft als so Kriminelle inszeniert, also immer als Leute, die eigentlich so gegen dieses System stehen, die irgendwie nicht sich integrieren lassen in das System und die versuchen, das System zu stören oder die auch Autoritäten nicht anerkennen, die so eine Art Eigenleben, so eine Art, so eine eigene Kapsel auch innerhalb dieser Gesellschaft bilden. Ja. Donc oui, c'est une très belle scène. Moi, j'aurais peut-être pris une autre scène de Fassbinder, mais très belle scène. Effectivement, ce film, il fait vraiment partie de son œuvre très tôt, des premières œuvres. C'est effectivement son premier film. Mais ce qu'on voit déjà dans ce film ou dans cet extrait, cet esprit de groupe de petits criminels, là, c'est comme une bande de gangsters, alors que son groupe, le groupe de Fassbinder qui l'entourait, c'était tous des artistes, mais ils se mettaient en scène souvent, dans les films, ils se mettaient en scène comme des petits criminels qui donc interviennent contre le système, qui s'intègrent pas, qui dérangent, qui se révoltent un peu contre les autorités et qui vivent donc dans une espèce de bulle à l'intérieur du grand système. Also natürlich, wir sehen die jetzt hier in so einem riesigen Supermarkt. Das ist einfach jetzt auch ein Bild natürlich für unsere Gesellschaft überhaupt. Also dass wir ein riesiger Supermarkt sind, in dem man eigentlich alles kaufen kann, menschliche Beziehungen kaufen kann, auch natürlich Objekte kaufen kann, aber das einen auch kaputt machen kann. Natürlich, viele Filme von Fassbinder handeln auch davon, wie Menschen an einem ökonomischen Druck kaputt gehen oder an der Tatsache, dass sie innerhalb der Beziehung auch ganz viele ökonomische Gesetze so integriert haben. Das ist auch ein Thema, was mich in meinen eigenen Stücken interessiert. Und trotzdem zeigt dann Fassbinder seine Figuren letztlich auch immer mit so einem gewissen Glamour. Also wie die jetzt da so durchgehen, das hat auf der einen Seite auch durch die Musik so ein bisschen was immer Überhöhtes, Opernhaftes fast. Die schweben da wie bei so einer Oper eigentlich so durch diese Welt durch, als hätten sie gar nicht so richtig was damit zu tun. Und auf der anderen Seite, ja, obwohl sie die Ausgestoßenen sind sie auf eine glamouröse Weise die Ausgestoßenen. Also sie sind nicht kaputt, sondern sie sind wie so Divas des Ausgestoßenseins und seine weiblichen Stars, die haben das ganz stark so repräsentiert, ja, Hanna Schygulla und Ingrid Carven vor allem und Irm Hermann und Margit Kassensen waren dann so ein bisschen wieder die bürgerlichen Diven, aber so erstmal finde ich, ist das so etwas, was seine Gruppe und ihn so grundsätzlich beschreibt, ja. Donc effectivement, on voit donc dans cette scène le supermarché qui domine tout, le grand supermarché, qui est aussi une image du système de notre société qui nous entoure tous, où tout s'achète, et donc aussi, enfin dans notre société tout s'achète, ou dans la société de l'époque tout s'achète. C'est une société où même les relations entre êtres humains sont un peu corrompues par l'économie. Donc un système aussi qui peut nous détruire par une pression économique, mais aussi une pression économique qui se retrouve à l'intérieur des relations intimes entre des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans mon travail. De l'autre côté, on voit très bien qu'il montre toujours ces personnages, même si ce sont un peu des personnages qui vivent en marge de la société, qui sont un peu en dehors, des exclus, avec beaucoup de glamour, avec beaucoup de souligné par la musique qui est un peu comme à l'opéra. Donc un regard avec beaucoup de glamour sur ces êtres qui se retrouvent en marge. Notamment les femmes, on a toujours l'impression que ce sont des divas, comme des femmes comme Hanna Schygulla qu'on voit dans l'extrait, ou Ingrid Carven,
Après, il y a d'autres personnages de femmes comme Irm Hermann ou Margit Carstensen qui étaient plutôt des femmes bourgeoises à l'intérieur de ces films. Mais voilà, ce glamour qu'on voit aussi dans les personnages qui sont des exclus. Was mich persönlich an Fassbinder immer schon interessiert hat, also einmal muss ich sagen, ich habe ihn sehr früh, seine Arbeit sehr früh kennengelernt. Als ich 17 war oder so, da habe ich eine Fassbinder-Retrospektive in Hamburg gesehen und habe dort also mit 17 Jahren alle seine Filme schon gesehen und das war sehr beeindruckend, überhaupt dieses Gesamtwerk zu sehen, weil es durchläuft ja auch sehr, sehr viele Phasen. Und was mich immer noch an seiner Arbeit beeindruckt, was immer noch Fragen sind, die ich mir heute auch stelle, sind einfach folgende Sachen. Also das Persönliche und das Politische hat er eigentlich immer zusammengedacht oder immer geguckt. Also die Filme haben immer etwas sehr Persönliches, aber sie setzen sich auch mit politischen Themen auseinander, beziehungsweise sie suchen das Politische in den Beziehungen. Also wie denkt man eigentlich auch politisch über Beziehungen nach, was da für Strukturen sind, was die Menschen kaputt macht, wie sich das System auch eingeschrieben hat in ihre Beziehungen. Und auch für ihn persönlich, also wie hat er sein eigenes Leben in Bezug auf seine Kunst gelebt. Er hatte seine eigene Gruppe, mit der hat er immer gearbeitet, und er hat auch versucht, so andere Lebensformen auszuprobieren, ein Kollektiv. Und er ist daran auch verzweifelt. Also es war jetzt nicht so, dass das alles toll war bei denen. Die haben sich ja total zerfleischt und gehasst und fertig gemacht und dann aber wieder zusammengearbeitet. Und es war so ein ständiges Zusammenbringen von den privaten Sachen und der Arbeit, dem Künstlerischen und dem, was im Privatleben passiert. Donc, en ce qui concerne mon intérêt personnel pour l'œuvre de Fassbinder, j'ai découvert son travail assez jeune. À 17 ans, il y avait une rétrospective de toute son œuvre à Hambourg, où j'ai vu donc tous ses films, et c'était assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de phases très différentes dans son œuvre. Donc là, c'était très impressionnant pour moi. Et il y a certaines questions que je me pose en tant qu'auteur qui se retrouvent aussi dans le travail de Fassbinder. C'est d'abord qu'il regarde toujours le personnel et le politique, qu'il regarde toujours ça ensemble et qu'il recherche toujours le politique à l'intérieur des relations humaines et va toujours voir ce qui détruit, ce qui dans notre système détruit aussi à l'intérieur des relations privées. Et l'autre grande question, c'est qu'il a toujours mélangé sa vie privée et son travail, son art. Donc il était toujours entouré par son groupe d'acteurs et d'artistes qui travaillaient avec lui et qui vivaient aussi avec lui. Ils ont essayé de vivre dans différentes formes de vie, en tant que collectif par exemple. Et c'était pas toujours drôle, il était désespéré souvent aussi, et tous les membres du collectif se haïssaient, mais quand même, il en sortait aussi tous les films qu'on connaît, donc il a mélangé la vie et le travail qui était son art. Est-ce que tu as déjà mis en scène Fassbinder? Hast du Fassbinder schon inszeniert? Non. Non. C'est la première fois. Ouais, ich inszeniere jetzt gar nicht Fassbinder, ich schreibe sozusagen Texte, die sich mit der, oh Gott, ja, die fast eher so Antworten sind zum Teil auf seine Stücke, auf seine Suche, würde ich auch sagen. Ich habe noch nie was von ihm inszeniert. Nein. Donc non, j'ai jamais. Enfin, oui, la question était si Falk a déjà mis en scène Fassbinder. Non, j'ai jamais mis en scène Fassbinder. Et même maintenant, je mets pas vraiment en scène Fassbinder. Je vais écrire des textes qui donc souvent répondent ou rebondissent sur des thèmes et les recherches qu'avait Fassbinder dans son travail et qui répondent à ces textes. Au Text de Fassbinder. Es sind eigentlich zwei Sachen im Moment, die mich interessieren an oder drei, ich würde sagen drei Sachen. Also einmal ist es so, dass Fassbinder sich immer auch zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen und Ereignissen in Deutschland geäußert hat und dass er immer
unglaublich viel auf Widerstand gestoßen ist. Er wurde eigentlich nicht besonders geliebt in Deutschland. Also ich erinnere mich auch noch in meiner Jugend, in meiner Kindheit eher gesagt, also ich kannte den Namen Fassbinder schon, als ich 7 Jahre alt war, aber immer so als das Monster, also derjenige, der irgendwie ganz schlimme Sachen macht und der mit allen schläft, Männern, Frauen, ganz vielen und der immer ganz viel frisst und morgens schon aufsteht und irgendwie Champagner trinkt und Gin säuft und also so, sagen so wirklich so das dieses so ein Baal wie von Brecht, ja, so eine Figur ist eigentlich Fassbinder in der Wahrnehmung der Deutschen gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich immer so war. Also, aber er wurde so ein bisschen als dieser wirklich des Anti-Bourgeois Künstlermonster immer so dargestellt. Ja. Donc il y a 3 choses qui m'intéressent actuellement. La première chose, c'est que Fassbinder, il a toujours pris une position assez forte, assez extrême par rapport à l'actualité politique. Il s'est toujours énoncé aussi publiquement sur ce qui se passait en RFA, mais aussi sur ce qui se passait politiquement autour de lui. Et il n'était pas aimé pour ça par la société, donc il y avait beaucoup de gens qui lui contredisaient. Moi, je connaissais déjà le nom de Fassbinder quand j'avais 7 ans, mais parce que il y avait mes parents, par exemple, ou des gens de la génération de mes parents qui parlaient de lui comme d'un monstre qui était horrible, qui couchait avec tout le monde, qui bouffe, qui boit du champagne déjà le matin ou qui boit du gin. Donc un peu comme le personnage Baal de Bertolt Brecht et donc l'anti-bourgeois par excellence. Und die anderen Sachen ist, also es gibt einen ganz konkreten Film, auf den ich mich sehr stark beziehe in der Inszenierung Je suis Fassbinder. Das ist Allemagne en autant. Das ist ein Film, den er 1977 gemacht hat, oder 77 und 78 kam er raus. Und das war ein Film, der sich mit dem Ausnahmezustand in Deutschland beschäftigt hat und mit den Terroristen in Deutschland. Und mich hat sozusagen interessiert, heute im Jahr 2015, oder jetzt sind wir 16, also 2016, zurückzugucken auf diese Zeit von Fassbinder. Inzwischen hat sich alles umgedreht. Wir haben wieder Terroranschläge in Frankreich und in Deutschland noch nicht, aber wir haben in Deutschland auch, wir haben in Deutschland Terroranschläge, die sind aber von rechts, also von Rechtsextremisten. In Deutschland sind jetzt im vergangenen Jahr Anschläge auf insgesamt 900 Flüchtlingsheime verübt worden. Die Situation in Deutschland ist im Moment so, dass es aggressiver wird. Wir haben so neue politische Bewegungen, Pegida, Alternative für Deutschland, die sehr aggressiv sind, die auch also es gibt Anschläge auf Journalisten, es gibt Kamerateams werden davon abgehalten zu filmen und so weiter. Also es gibt sozusagen wieder so ein Aufleben von Hass, von Gewalt und von einer Situation, bei der keiner genau weiß, wohin sie geht. Und das haben wir in ganz Europa im Moment. Also Europa driftet politisch ja gerade sehr auseinander. Also wir verlieren eigentlich gerade die europäische Einheit. Und das ist so eine besondere Situation, wo keiner im Moment sagen kann, wie sie sich entwickelt. Und das war mein Ansatz zu sagen, genau in dieser Situation machen wir eine Art Reenactment von Allemagne en autant, aber es ist Allemagne en autant 2015 ou 16 en fait. Ja, und was Fassbinder damals gemacht hat, war, dass er gar nicht unglaublich lange reflektiert hat, nachgedacht hat, sondern gesagt hat, so in 3 Tagen drehen wir jetzt einen Film, jetzt über diese Situation, sehr persönlich, meine Ängste, meine Gedankenfetzen, meine Gefühle und das machen wir jetzt sofort und das hat er gemacht mit seiner Mutter, seinem Liebhaber und Ingrid Caven und er selber, also sozusagen mit der engsten Familie hat er diesen Film gedreht und da kam dann das Private, das Politische so zusammen und das fand ich einen sehr, sehr faszinierenden Vorgang. Ja. Das ist eigentlich diese Szene mit dem Telefon. Ne? Ja. Er sitzt mit seinem Freund daneben und er telefoniert mit der Mutter, glaube ich. Nein, mit Ingrid Caven. Mit Ingrid Caven. Ja. Okay. Donc la seconde chose qui m'intéresse, c'est il y a une œuvre ou un film particulier qui a été un peu le point de départ de ce projet Je suis Fassbinder. Et c'est un film qui s'appelle Allemagne en automne. C'est un film qui a été créé en 1978, juste après les attaques terroristes de la RAF.
où la RFA se trouvait en état d'urgence. Et nous, maintenant, on est en 2016. Et ce qui m'a intéressé, c'est de porter un peu un regard en arrière. On a en Allemagne, en France, en Europe, un terrorisme à nouveau, mais c'est une terreur qui est plutôt des extrémistes à droite. En Allemagne, nous avons plus de 900 foyers de demandeurs d'asile qui ont été incendiés. Il y a en Allemagne des mouvements comme Pegida ou la Alternative pour Allemagne, donc des nouveaux mouvements de droite qui sont assez agressifs. Il y a des attaques contre des journalistes. Il y a beaucoup de haine et de violence dans le discours public. Et on ne sait pas vraiment l'Europe qui est aussi en train de se dissoudre. Donc nous nous retrouvons à nouveau, comme en 1977-18, dans une situation où personne ne sait vraiment où on va. Et ce qui m'a intéressé, c'était de faire une espèce de reenactment, donc de remise en scène, de ce film. Et ce qui m'a intéressé sur ce film aussi, c'est que Fassbinder, il n'a pas réfléchi pendant des années, il n'a pas fait des recherches énormes, mais il s'est dit, pendant que 3 jours, on va tourner ce film. Et il a donc fait appel aux gens qui l'entouraient, aux gens avec qui il avait les relations les plus personnelles, donc sa mère, son amant et Ingrid Caven, qui était une amie très proche et aussi une actrice. Et donc, il a mis en scène de manière très personnelle ses peurs, toutes ses pensées, ses bribes de pensée, ses sentiments. Et voilà, tout ça, il l'a mis dans ce film et il a réagi dans l'immédiat. Also das interessiert mich auch immer wieder als Autor, ganz direkt mich mit dem, was jetzt und hier passiert, auseinanderzusetzen. Also auch mit so Verschiebungen in der Gesellschaft oder das, was gerade die Gesellschaft bewegt oder auch verändert, was ich vielleicht auch selber zum Teil noch gar nicht verstehe, aber wo ich irgendwie versuche zu begreifen, was passiert eigentlich da gerade, wo ich dann auch anfange zu recherchieren, jetzt auch mit der Hilfe von Nils oder meinem Team, aber wo es auch manchmal so eine direkte ein Versuch gibt, sich ganz unmittelbar mit dem aktuellen Geschehen auseinanderzusetzen. Ich mache das nicht immer, aber ist immer mal wieder, so interessiert es mich, sozusagen wirklich ganz direkt auf das, was gerade passiert, einzugehen. Und die dritte Sache noch, die jetzt mich bei Fassbinder für unser Projekt interessiert, das sind die Beziehungen, die Fassbinder beschrieben hat. Das sind eigentlich oftmals unglaublich schreckliche, einengende, destruktive Beziehungen von heterosexuellen Paaren, also Ehepaaren, aber auch homosexuelle Paare führen ganz schreckliche, bürgerliche, einengende Beziehungen und ich finde das, also in seinen Filmen, und oftmals sind diese Beziehungen noch so geprägt vom Faschismus in Deutschland. Eigentlich hat man das Gefühl, da werden immer noch so die Nachwehen des Faschismus ausagiert. Geht es darum, den anderen fertig zu machen, Macht über den anderen zu gewinnen oder den anderen auszuspionieren, die Kontrolle über den anderen zu haben. Es ist nie irgendwie mal so, dass 2 Menschen gemeinsam durchs Leben gehen und was entwickeln miteinander, sondern sie versuchen sich dauernd kaputt zu machen. Und das fände ich nochmal interessant, weil wir jetzt gerade so in einer Zeit leben, wo die Ehe und die Beziehung wieder so angerufen wird als die Rettung des Individuums, also wo die feste Beziehung sozusagen gesehen wird als das, was uns aus unserer Einsamkeit und aus unserem ökonomischen System vielleicht retten könnte. Also die Beziehung fast wie so eine Religion. Es gibt ja auch diese Bewegung Manif pour tous, die sich so einsetzt für Ehe und Familie und ich denke dann oft so, also wenn die jetzt alle Fassbinder gesehen hätten, würden die vielleicht gar nicht dafür demonstrieren, dass diese reaktionäre Vorstellung von Familie so wieder so gepriesen wird. Ja. Donc, la réaction directe, immédiate à ce qui se passe, c'est quelque chose qui m'intéresse de toute façon aussi dans mon travail en tant qu'auteur. Je m'intéresse souvent à ce qui se passe dans la société et
J'écris sur ce qui se passe dans la société. Parfois, ce sont des phénomènes ou des changements dans la société que je ne comprends pas dès le début, mais que je ressens. Et donc, je commence à faire des recherches ou à écrire ce que je ressens comme changement dans la société. La troisième chose qui m'intéresse donc dans l'œuvre de Fassbinder pour nous, ce sont les relations. Donc les relations entre êtres humains, ce sont souvent dans ces films des relations horribles, très étroites, très destructrices. Si c'est des relations hétéro ou homo, nous voyons toujours des structures très bourgeoises où il s'agit toujours de qui est soumis à qui exerce un pouvoir sur l'autre, qui contrôle l'autre, qui espionne l'autre. On voit souvent des relations qui semblent encore corrompues par le fascisme allemand. Et ça m'intéresse profondément aujourd'hui, dans une époque où on fait à nouveau appel à la relation stable qui est un peu vue par certains gens comme ce qui peut nous sauver dans tout cet isolement économique qu'on vit. Il y a aussi des mouvements comme la Manif pour tous qui qui défend le mariage et la famille comme les formes idéales de vie. Et je me dis parfois, si eux, ils avaient vu les gens qui manifestent là, les films de Fassbinder sur les horreurs que a aussi ou que peut avoir ce mariage, ils manifesteraient peut-être pas. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pour nous aujourd'hui. Et un autre auteur qui a eu le souci de trouver les moyens d'écrire sur un présent immédiatement vécu, enfin par lui à l'époque, c'est aussi un auteur qui a pris la fuite en France, à Strasbourg en l'occurrence, et on pourrait voir maintenant peut-être une première citation de cet auteur, si elle veut bien apparaître. Elle n'apparaît pas. Je l'entends, elle vient. La voilà. Donc, Georg Büchner, il faudrait s'ouvrir le crâne et s'extraire l'un l'autre les pensées des fibres du cerveau. Tu as travaillé avec des textes de Büchner il y a quelques années, en 2012, je crois. Büchner, qui est un auteur qui a, à son époque également, on a parlé de Fassbinder, on peut remonter encore plus loin, quelqu'un qui a pensé les questions politiques de son époque, à un moment où c'était pas facile, peut-être encore moins facile que pour Fassbinder. Quelle est l'importance de Büchner pour toi ? Tu as parlé d'autres Auteurs, mais on va peut-être un petit peu s'arrêter sur Büchner. Si tu es d'accord. Ja, also ich finde Büchner eigentlich von den deutschen Klassikern so den für mich interessantesten, beeindruckendsten, faszinierendsten. Er ist mit 23 gestorben und hat so eine Reihe von Fragmenten hinterlassen, und er war Zeit seines Lebens total unbekannt und nicht erfolgreich und wurde dann erst 1913, also sehr, sehr lange Zeit nach seinem Tod, entdeckt überhaupt. Und dann hat man gesehen, das ist eigentlich einer der einzigen, die in der Zeit, wo er geschrieben hat, 1830, 1832, so wirklich wichtige Texte geschrieben hat. Das Besondere, vielleicht sagst du das erstmal, ja. Donc oui, l'œuvre de Büchner, pour moi, de tous les auteurs classiques allemands, c'est peut-être celui qui me fascine ou qui m'impressionne le plus. Il est mort à 23 ans, il nous a laissé des très beaux et très importants, des textes très beaux et très importants, beaucoup de fragments, beaucoup de textes qui n'étaient pas terminés. Pendant qu'il était vivant, il était complètement inconnu, il n'avait pas de succès, et ce n'est que en 1913 qu'on a découvert, il me semble, donc assez tard, c'était lui l'un des seuls auteurs qui, à son époque, écrivait des textes d'importance. Also das Besondere für mich an Büchner ist einmal sein Text Der hessische Landbote. Wir hatten ja in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich keine Revolution. Und wir haben auch immer noch Adlige und den deutschen Adel, unter dem wir sehr leiden, die wir noch nicht geschafft haben abzuschaffen. Und Büchner war mit 22 oder 23 Teil einer kleinen terroristischen Gruppe oder politisch aktiven Gruppe,
die versucht haben, in Deutschland, beziehungsweise nicht mal in Deutschland, ich glaube nur in Hessen, also Deutschland war ja so geteilt in ganz viele winzige Staaten, sozusagen eine Art, also die französische Revolution nach Deutschland zu importieren, also dass die Deutschen auch die Revolution machen würden. Und er hat dazu einen Text geschrieben und das hat mich immer fasziniert, weil es ist wirklich eine Frage als Autor immer, also wie viel Macht hat man eigentlich mit seinen Texten? Was kann man eigentlich mit einem Text erreichen? Und Büchner hat wirklich geglaubt, er würde es mit einem Text schaffen, die Deutschen dazu zu bringen, genauso wie die Franzosen, die Könige alle umzubringen, abzuschaffen, dass sie sich mobilisieren, dass sie sich solidarisieren, das Volk und das Volk eine Revolution startet. Damit ist er natürlich total gescheitert. 4 Leute haben den Text gelesen und dann ist er von der Polizei festgenommen. Seine Kollegen sind von der Polizei festgenommen worden und er ist geflohen hierher. Und aber ich fand diesen Vorgang so faszinierend, weil es sich immer wieder in jeder Generation für jeden politisch interessierten Autor die Frage stellt, kann ich denn überhaupt mit meinen Texten irgendwie einwirken auf die Gesellschaft? Ist Literatur so stark, dass sie Menschen dazu bringen kann, ein politisches System zu verändern oder nicht? Ja. Donc le Hessische Landblut, c'est le messager SOA, c'est ça? D'accord. Donc il y a un texte particulier qui m'intéresse chez Büchner, c'est le messager SOA donc, et c'est une... Comme on le sait, en Allemagne, il n'y avait pas de révolution comme la Révolution française. Et donc l'aristocratie en Allemagne, malheureusement, existe toujours et nous fait beaucoup de mal. Alors, ce qui m'a impressionné chez Büchner, qu'avant, enfin, très, très, très jeune, à 23 ans et avant, il faisait déjà partie d'un groupe, on pourrait dire, terroriste, qui essayait donc d'importer la Révolution française en Allemagne, dans sa petite région où il était. Et donc il a écrit ce texte pour importer la révolution à l'intérieur de ce groupe. Et ce qui m'intéresse là, c'est évidemment le pouvoir. En tant qu'auteur, on se pose souvent la question sur les pouvoirs que la littérature peut exercer. Est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir qu'on exerce en écrivant? Büchner, il l'a cru. Ça a échoué complètement. Il y avait que 4 personnes qui ont lu ce texte. Après, ses collègues étaient arrêtés et lui, il a pris la fuite. Mais je pense que dans chaque génération, en tant qu'auteur qui se considère politique, on se demande quel pouvoir exerce la littérature, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce texte en particulier. Und in dem Stück, was hier gezeigt wird, wo der Ausschnitt raus ist, Dantons Tod, das war dann ein paar Jahre, also kurze Zeit später, hatte er eigentlich bereits seine ganze Enthusiasmus, seine ganze Begeisterung für die Revolution schon wieder verloren. Es ist ein unglaublich, vielleicht kann man sagen, nihilistisches Stück, oder? Dantons Tod, weil es zeigt, wie die französische Revolution eigentlich dann dazu geführt hat, dass sich die Revolutionäre alle selbst bekriegen, dass es dann um Machtkämpfe geht, dass die unterste Klasse überhaupt gar nicht teil hat an den neu gewonnenen Freiheiten, sondern dass sich einfach nur ein neues System etabliert hat, was genauso ungerecht letztlich ist und genauso von Herrschaftsstrukturen durchdrungen ist wie das vorangegangene feudale System. Es ist eigentlich nur die Ablösung eines Systems. Es ist ein bisschen so pessimistisch wie Julius Caesar von Shakespeare. Und diese bestimmte Textstelle, wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren, ich glaube, das bezieht sich eigentlich darauf, dass 2 Menschen sich nie wirklich nah sein können und dass 2 Menschen sich eigentlich nie wirklich verstehen, sondern dass sie eigentlich immer sich fremd bleiben. Das heißt, dass es diese existenzielle Erfahrung des Menschen gibt, selbst wenn er liebt und wenn er in einer Beziehung ist, dass er eben doch immer alleine bleibt und nie wirklich weiß, ob der andere ihn versteht, ob der andere ihn wirklich liebt, ob der andere ihn vielleicht nur ausspioniert, ob der andere eigentlich ihn schon längst betrügt und in 2 Wochen verlässt. Und wir wissen es ja nie. Wir können eben nicht reingucken in den anderen. Wir bleiben letztlich auch innerhalb von Liebesbeziehungen immer allein. Also sehr antiromantisch eigentlich, diese Vorstellung.
Donc là, dans cette pièce, d'où vient la citation qu'on vient de voir, La mort de Danton, c'est une pièce qu'il écrit quelque temps après donc ce messager essois, et c'est une pièce dans laquelle on voit que tout son enthousiasme pour la révolution, tout son espoir révolutionnaire avait été perdu entre-temps. C'est presque une pièce nihiliste, on pourrait dire, une pièce qui montre que la révolution, elle a échoué, qu'il y a entre donc les révolutionnaires qui ont mené la révolution des nouveaux guerres, des jeux de pouvoir, et que la classe basse ne participe pas du tout au nouveau système, et qu'il y a à nouveau un système de hiérarchie et de pouvoir. Donc c'est une pièce presque aussi pessimiste comme Jules César de Shakespeare. Dans cette citation de cette pièce, ce qui me parle beaucoup, c'est que deux êtres humains ne peuvent en fait jamais vraiment être proches de l'autre. Donc c'est une expérience presque existentielle. On est toujours rejeté vers soi-même, on est toujours seul finalement, et on peut jamais vraiment savoir si l'autre. Mais je peux jamais savoir si l'autre m'aime vraiment, ce qu'il pense vraiment de moi, s'il ne m'espionne pas peut-être. Donc c'est une situation plutôt anti-romantique. Und was mich, wo es vielleicht so Verbindungen gibt oder die ich sehe, ist bei mir ist es so, dass ich eigentlich fast mit jedem Stück, was ich schreibe, immer wieder auch eine neue dramatische Form ausprobiere. Also es ist so, dass ich zwar bestimmte Themen habe, die mich interessieren, die entwickeln sich aber auch so mit. Also ich habe immer das Gefühl, mein Schreiben entwickelt sich einfach so mit meinem Leben weiter, mit meinem Älterwerden auch weiter. Und es ist auch so, dass ich oftmals ganz bewusst mit jedem Stück versuche, so eine neue Form für mich auszuprobieren. Also sowohl im Schreibstil, also in der Art des Schreibens, der Literatur, und auch oftmals in der Art der Inszenierung. So, ja. Peut-être ce qui sont d'autres points communs que je vois avec Büchner. Donc c'est pour moi qu'en tant qu'auteur, avec chaque pièce que j'écris, j'essaie aussi d'expérimenter avec la forme dramatique en général, et donc avec chaque pièce d'inventer une nouvelle forme pour cette pièce. Donc il y a des thématiques évidemment qui donc reviennent dans mon écriture. Ça aussi, ça évolue, ça change, ça a changé tout au long de ma vie. Mais c'est souvent par choix que j'essaie vraiment en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que metteur en scène, une nouvelle forme pour un nouveau projet. On va parler de la question de la forme justement dans un instant, mais en t'écoutant, je pensais à un autre point commun, enfin un autre Verbindung. C'est l'idée que, autant pour le messager essois que pour la mort de Danton, Büchner a cherché dans le travail de recherche une possibilité justement de faire naître des textes qui seraient peut-être susceptibles de déclencher ou de dire quelque chose. Also Recherchen gemacht, bestimmt eben diese Texte zu erschaffen. Okay. Et ça vaut pour le messager de Hesse où il s'est documenté, il a eu les chiffres de l'imposition en Hesse avec des sommes bien précises sur qui gagnait combien d'argent. Et également, il a travaillé, il a zur Steuerdaten recherchiert, und il a aussi pour la mort de Danton travaillé avec des sources documentaires. Il y a aussi cette lettre qu'il écrit à ce moment-là en écrivant « Ich studierte die französische Revolution ». Il y a vraiment cette idée d'étude et de recherche. Je crois que c'est quelque chose qui est au centre de ton travail également. Oui. Ja, also bei dem Text, den Stanislas vorhin als erstes vorgelesen hat, Sous la glace, zum Beispiel, war das so, dass ich mich in der Zeit sehr mit der Sprache der Berater, dieser Effizienzsprache beschäftigt habe, mich überhaupt damit auseinandergesetzt habe, wie arbeiten diese Berater. Ausschlaggebend war eigentlich für mich damals die Frage, ich hatte mehrere so Shakespeare-Königsdramen gesehen und dann einen in Deutschland sehr berühmten Schauspieler, Thomas Thieme, der den König Lear gespielt hat, gefragt, ob er bei mir die Rolle von Paul Personne, oder nee, wie heißt es hier? Ja, Jean Personne spielen will.
weil es mich so interessiert hat zu gucken, also wer wären die Könige heute, also wo liegt die Macht in unserem System? Also wer sind die Leute, die eigentlich die Fäden so innerhalb der Gesellschaft ziehen und wie kann man das auf der Bühne überhaupt darstellen? Also und das sind ja nicht mehr unbedingt die Politiker, sondern die Macht geht heute eher von der Wirtschaft aus. Und wie kann man so wirtschaftliche Prozesse überhaupt auf der Bühne zeigen? Und dann hat es mich da interessiert, so eine Analyse der Sprache zu machen und auch eine Analyse des Denkens und der Rhetorik, der Propaganda zum Teil auch, die diese Leute so drauf haben. So, das war die Recherche. Ich habe dann im Grunde diese Sprache der Berater mir selber so richtig antrainiert und gelernt, als wenn ich jetzt Latein oder sowas lernen würde oder Französisch, was ich endlich mal lernen sollte. Und dann auch darin geschrieben. Aber grundsätzlich ist es so, dass mich es immer bei meinen Arbeiten wirklich tatsächlich auch interessiert, so eine lange Recherchephase vorweg zu haben, damit die Texte sich auch mit Realität auseinandersetzen. Ja, sie sind nicht reine Fiktion, die setzen sich schon mit realen Dokumenten, realen Ereignissen auseinander. Ja. Donc, dans le premier extrait qu'on vient d'entendre de Stanislas Nordet, Sous la glace, dans ce texte, Sous la glace, par exemple, je me suis penché sur le langage des consultants d'entreprise. Je m'étais intéressé à ce langage d'efficacité. Avant, j'avais vu des drames royaux de Shakespeare et j'avais demandé à un acteur en Allemagne assez connu, Thomas Thieme, qui juste avant venait de jouer le roi Lear, de jouer ce rôle de Jean Persson, donc le protagoniste de Sous la glace. Et ce qui m'avait intéressé, c'était de savoir qui sont les rois aujourd'hui, où est le pouvoir aujourd'hui dans notre société. Ça se retrouve, et comment représenter cela sur un plateau de théâtre. Et donc le pouvoir se retrouve peut-être pas dans la politique, mais plutôt dans l'économie. Et ce que j'ai fait, donc, j'ai fait vraiment des études pour faire une analyse des structures linguistiques et les structures de pensée qu'ont ces consultants d'entreprise. Et j'ai vraiment essayé à apprendre ce langage, le langage qu'ils utilisent, comme on apprend le latin ou le français que je devrais finalement apprendre. J'ai fait donc une longue recherche de leur langue et essayé à l'apprendre. C'est souvent le cas, souvent pour mes textes, je fais des longues recherches avant pour pas seulement écrire des fictions, mais aussi me confronter à la réalité. Donc je me base sur beaucoup de sources très différentes. Also, wobei es dann immer auch fiktive Teile gibt und das ist eigentlich so eine Vermischung oftmals von Realität oder Beobachtung und Recherchematerial, aber auch Fiktion. Also es gibt auch immer einen großen fiktiven Anteil oder einen großen persönlichen Anteil. Also auch in Sous la glace gibt es einen großen autobiografischen Anteil eigentlich. Und in unserer letzten Arbeit an der Schaubühne, also die hieß Fear, wie auf Englisch Angst, da war es wirklich so eine Analyse, auch vor allem erstmal Sprachanalyse der Art, wie diese neuen rechtsnationalen Kräfte in Deutschland eigentlich sprechen. Also mit welcher Sprache sprechen die, wie reden die über unsere Gesellschaft. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Interessant ist, dass sie sich immer als Opfer beschreiben, als Opfer einer Diktatur. Also sie drehen das sozusagen so um, dass sie sagen, die demokratisch gewählten Parteien in Deutschland, das sind eigentlich so eine Art political correct Diktatur, die nicht mehr auf das Volk hören. Das Volk sind sozusagen die arischen Deutschen, die gewählten, also diese Diktatur lässt jetzt die ganzen Flüchtlinge rein und die arischen Deutschen haben überhaupt keine Rechte mehr, dagegen sich zu wehren. Und sie sind also Opfer einer Invasion. Das ist dann die Sprache, die benutzen. Und wenn man natürlich die Flüchtlinge als Invasoren beschreibt, dann ist man automatisch in einem Kriegsszenario, weil gegen einen Invasoren muss man sich wehren. Das heißt, dass diese Angriffe auf die Flüchtlingsheime dann auch als Akt der Verteidigung angesehen werden. Und das heißt, dann denken die das so, dass sie Opfer sind, die sich verteidigen. Deshalb fühlen sie sich auch nicht als Straftäter. Und das ist ganz interessant, einmal so zu überlegen oder auch zu analysieren, welche Sprache benutzen die und welche Weltsicht
äußert sich dann durch diese Sprache. Donc, dans mes pièces, évidemment, après, il y a aussi des grandes parties fictives. Donc, j'essaie toujours de mélanger le réel et le fictif et aussi le personnel. Donc, dans Sous la glace, il y a beaucoup de parties aussi qui sont très autobiographiques, à ce qu'on puisse plus vraiment voir ce qui est réel, ce qui est fictif. Donc, j'essaie vraiment de faire un mélange. Mais le réel joue un rôle très important. Par exemple, dans ma dernière création à Berlin, Fear, une pièce, donc Fear, le mot anglais pour angoisse, j'ai essayé de faire à nouveau une analyse d'un langage, dans ce cas du langage des nouveaux mouvements d'extrême droite. Et je me suis posé la question, comment ils parlent? J'ai étudié comment ils parlent. C'est par exemple très intéressant qu'ils se représentent dans leur langage, dans leur vocabulaire, toujours comme des victimes. Donc ils renversent un peu les rôles, comme si les partis qui étaient élus de façon démocratique seraient des dictateurs qui règnent, qui n'écoutent plus le peuple, nous le peuple, et que nous, le peuple, est plutôt victime d'une invasion de réfugiés, donc les réfugiés qui sont toujours représentés dans leur langage comme des bourreaux, comme ceux qui attaquent, comme une invasion. Et il s'agit de se défendre contre eux. Et déjà dans la langue se manifeste donc une justification donc de devenir criminel, d'incendier les foyers de demandeurs d'asile par exemple. Et ça m'a intéressé comment ça se manifeste, cette pensée qui renverse les catégories à l'intérieur du langage de ces nouveaux mouvements d'extrême droite. Il y a au début du messager de Hess, je fais un petit retour, cet appel qui est connu, Krieg den Palästenfriede, den Hüten. Je voulais te demander tout à l'heure, wo sind die Paläste? Tu l'as répondu, tu as dit c'est plus dans la politique, c'est dans l'économique. Alors je pose la question, la guerre, pas l'endroit où on l'a fait, mais qu'est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est ce travail sur la langue, justement, quand on est auteur de théâtre, que d'opposer comme ça un travail sur la langue à une autorité qu'on remet en cause? Ist das dann der Krieg sozusagen als Autor, wenn man die Sprache, sozusagen die Arbeit an der Sprache denen gegenüberhält? Achso, das ist der Krieg gegen die dann, ja. Oder was? Ja, also das... Naja, also das ist ja eher so eine Aufklärungsarbeit, das ist ja keine Kriegserklärung. Also das denke ich dann selber, das so, dass die Arbeit, die wir machen im Theater oder in der Kunst, dass das wirklich noch eine parallele Realität ist, die auch im gewissen Sinne geschützt sein muss und auch geschützt in der Regel ist in Demokratien. Sodass das, was wir da ausprobieren und formulieren, also das ist nicht sozusagen direkt das Gleiche, als wenn ich jetzt im Bundestag eine Rede halten würde. Ja? Also es ist auch nicht so, als wenn ich wirklich mit dem Maschinengewehr auf die Straße gehen würde. Das ist wirklich was anderes. Das kann auch manchmal eine Kraft haben, das kann provozieren, das kann auch Leute provozieren, sich plötzlich viel aggressiver noch zu verhalten. Das waren jetzt mehrere Fragen. Ja, ich würde das eher als einmal eine Aufklärungsarbeit sehen, aber auch als eine Art, auf die Wirklichkeit zu reagieren mit meinen künstlerischen Mitteln. Und das ist noch was anderes als ein journalistischer Diskurs. Das kann viel subjektiver sein. Es ist allerdings so, jetzt gerade in dem letzten Inszenierung, die ich gemacht habe, das wurde zum Teil wie eine Kriegserklärung aufgefasst, weil ich habe sozusagen dann auch unglaublich viel Aggression für mein Stück bekommen. Ich wurde sehr, sehr stark angegriffen in so Drohmails und E-Mails. Ich habe auch eine Morddrohung bekommen. Ich habe auch Anzeigen bekommen. Diese Partei hat versucht, das Stück zu verbieten und sind vor Gericht gezogen, aber sie haben den Gerichtsprozess verloren. Wobei sie auch vor Gericht nicht genau erklären konnten, was sie jetzt eigentlich genau verbieten lassen wollten an dem Stück. Das war das Interessante. Also es war so ein bisschen undeutlich, deshalb haben sie auch verloren. Also sie konnten es nicht benennen, es war eher so das Gefühl, sowas darf man doch eigentlich nicht sagen, obwohl das ganze Stück zum großen Teil aus Zitaten besteht. Das ist ganz interessant, es besteht zum größten Teil aus Zitaten von ihnen selber. Ja.
Donc, moi, mon travail, je le vois plutôt pour éclairer quelque chose, comme un travail fidèle à l'esprit des Lumières. Donc, quand moi j'écris une pièce comme Fear, par exemple, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre contre quelqu'un. Au contraire, moi, je vois plutôt les moyens du théâtre ou tous les moyens que j'ai, tous les moyens artistiques pour réagir à la réalité comme une réalité parallèle qui est aussi protégée à l'intérieur de nos démocraties, à l'intérieur de nos systèmes démocratiques. Et c'est pas l'équivalent d'un discours dans le Parlement ou d'un article dans un journal, ni je prends pas la mitraillette et va dans les rues. Je peux provoquer, en tant qu'auteur, je peux exercer aussi un certain pouvoir parce que ça provoque des gens et peut-être aussi des gens qui se comportent après de façon plus agressive qu'avant, mais j'essaie toujours de réagir à la réalité avec les moyens de théâtre. Ce qui était intéressant avec Fear, par exemple, c'était plutôt que cette pièce, après, dans la société, il était vu comme une déclaration de guerre par certains gens qui se sentaient agressés, attaqués, et qui donc menaient des contre-attaques, qui écrivaient des mails et qui m'insultaient ou qui annonçaient même un meurtre, par exemple, contre moi. Et il y a aussi eu des gens qui ont porté plainte. Par exemple, ce parti aussi, il a essayé, ce parti d'extrême droite, il a essayé d'interdire la pièce. Ils ont perdu le procès. Et ils pouvaient pas, ce qui était intéressant, c'était qu'ils pouvaient pas vraiment expliquer ce qu'ils voulaient interdire. Ils ont juste dit que non, ça peut pas se dire, ça se dit pas. On n'a pas le droit de dire de telles choses sur scène, alors que la majorité du texte, c'était vraiment des citations d'eux-mêmes. Oui, c'était bizarre en fait. Je propose qu'on parle un tout petit peu, on va bientôt laisser la parole au public, on va parler un tout petit peu encore de la question de la forme des textes. Et là aussi, je voudrais te proposer une petite citation d'un auteur connu aussi en France, un auteur allemand, Heiner Müller. Si la citation veut s'afficher, tu pourras y réagir. Je ne crois pas qu'une histoire qui aurait une queue et une tête, la fable au sens classique, puisse encore venir au bout de la réalité, quoique j'ai gardé, je vous le dis tout de suite, une petite traduction qui ne me satisfait pas complètement pour l'expression, mais je l'ai gardée par manque d'idées. Ja, wir stimmen zu. D'accord. Nein, also ich würde das auch so sehen, also also ich kann heute nicht mehr so einfach so eine Geschichte schreiben. Ich glaube, dass ich damit nicht mehr wirklich so an die Realität herankomme oder sie wirklich gut beschreiben kann. Die Art, die ich wähle für meine Theaterstücke, gibt mir viel mehr Möglichkeiten. Also ich wechsle in meinen Stücken dauernd die dramatische Form, auch innerhalb der Stücke. Also es gibt manchmal lange, sehr persönliche Monologe, wo man das Gefühl hat, es passiert das, was Büchner eigentlich wollte, dass man sozusagen mal das Gehirn von jemandem aufreißt und sich anguckt, wie er denkt und fühlt und wie das da alles funktioniert. Und dann gibt es auch vielleicht so Dokumentarmaterial plötzlich da drin. Also in Untereis wäre das zum Beispiel eine wirkliche Abschrift einer sogenannten Feedback-Runde in einem Beraterbüro, die ich wirklich original benutze und dann nachspielen lasse. So nur als Beispiel, also ich würde sagen, anstatt zu versuchen, so ein britisches Well-Made Play zu schreiben mit Anfang, Mittelteil, Ende, so wie ein guter Hollywood-Film, kann diese Form, die ich wähle für das Theater, für meine Begriffe viel besser reagieren oder auch also auf die Zeit heute und auch vielleicht auch neue Entwürfe rausgeben. Es zeigt auch die Möglichkeit eher, oder gibt die Möglichkeit eher fragmenthaft, fetzenweise, ansatzweise zu reagieren. Man hat vielleicht noch nicht die große Antwort auf die großen Fragen, sondern es sind alles so Versuche. So insofern würde ich da mit Heiner Müller absolut übereinstimmen, so dass so eine in sich komplett geschlossene Geschichte ist ja eine völlige Fiktion. So nehme ich ja mein eigenes Leben auch überhaupt nicht wahr. Also
mein Leben ändert sich ja dauernd. Also, ja. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec Heiner Müller. Moi aussi, je pourrais peut-être plus aujourd'hui écrire une histoire bien faite, avec début, milieu, fin. Je pense que cela ne décrit plus notre réalité telle que je l'aperçois. Donc ma façon d'écrire mêle beaucoup de formes dramatiques, même à l'intérieur d'une seule pièce. Et ça ouvre sur beaucoup de possibilités. Je change constamment la forme dramatique à l'intérieur d'un seul texte. Par exemple, souvent il y a des longs monologues où un personnage s'énonce et dit tout ce qui se passe dans son crâne. Peut-être c'est un peu ce qu'on avait trouvé dans ce qu'on trouvait dans cette citation de Büchner, ce que voulait Büchner, vraiment ouvrir les crânes et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc parfois ces longs monologues donnent à voir ça dans mes textes, mais aussi il y a du matériau documentaire, comme par exemple un protocole d'une séance de feedback, de retour de consultants dans une entreprise qui se retrouve entièrement sous la glace. Donc des pièces, des well-made plays au sens britannique ou des scénarios hollywoodiens, ça serait plutôt trop étroit pour moi. Ma forme, je pense, pour moi, réagit mieux à notre époque et aussi donne la possibilité d'essayer des nouveaux concepts. Elle peut être inachevée, ça peut être des fragments, ça peut être des essais. Et donc oui, je suis d'accord avec Heiner Müller. Ich versuche innerhalb meinen Stücken ganz oft die Perspektive zu wechseln, so als würde man immer wieder mit einer neuen Einstellung auf ein Thema drauf gucken. Aber trotzdem ist es auch so, also, dass ich schon noch Geschichten erzähle oder auch Figuren erzähle. Also es gibt ja auch Autoren, die das total aufgegeben haben. Das ist bei mir nicht so. Also es ziehen sich dann schon so Figuren durch. Es ist nur eine andere Erzählweise. So. Eine Erzählweise, wie gesagt, die oft die Perspektive innerhalb des Stückes ändert. Donc j'essaie souvent de changer de perspective à l'intérieur d'un texte. Donc il y a plusieurs perspectives qui changent constamment, mais qui sont des regards différents ou des perspectives différentes sur un thème. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'histoire ou plus de personnages dans mes textes. Donc il y a des personnages qui apparaissent et il y a aussi des fils ou des bouts d'histoire qui se développent, mais ce sont plutôt des perspectives différentes qui changent. Merci, j'aimerais beaucoup continuer à parler avec toi de ce qui reste de ces personnages et de ce qui leur arrive. Je vais donner la priorité, l'heure tourne et au public qui a sûrement des questions à poser à Falk, profiter de sa présence pour parler du spectacle éventuellement que vous avez vu, plus généralement de son écriture, de ses thématiques. Voilà, je me tourne vers le public, aveuglé que je suis par le projecteur. Je ne sais pas, il doit peut-être y avoir un micro qui tourne quelque part. C'est gar nichts. Hast du das Licht? Ja, ein bisschen Licht, oder? Was? Ist das okay mit dem Licht? Ist okay? Nee, vielleicht ein bisschen mehr Licht, ist doch besser. Ja, dass wir die sehen, oder? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de lumière dans le public pour qu'on puisse se voir? Et un peu moins là. Aber vielleicht gibt es auch keine Frage. Vielleicht gibt es gar nicht. Ja. J'ai une question, c'est un rapport avec la pièce que nous avons vue, parce que c'était très inhabituel, ce théâtre total. Et ça surprend. Je voudrais, puisque je ne suis pas du tout familière du théâtre, je voudrais savoir l'idée venue vraiment comme ça, que vous l'avez ressenti sur cette forme, parce que on était happé par votre forme. C'était beau, c'était fort. Il y avait la plasticité des corps que vous avez inscrit vraiment dans ce spectacle. On sentait que c'était élaboré et en même temps c'était beau. Ce que je voudrais savoir, c'est l'idée créatrice de vous en tant que metteur en scène. Comment elle naît quand on doit créer cette nouvelle forme? Voilà, l'origine.
de ce miracle auquel on assiste. Merci. Also sie findet diese Form auch sehr toll. Sehr originell. Ja. Oh Gott, ja. Passiert ganz viel auf den Proben, ja. Also einmal ist das eine Entwicklung, die ich jetzt schon seit längerer Zeit so gemacht habe, dass ich eben in unterschiedlichen Inszenierungen auch wirklich unterschiedliche Sachen ausprobiert habe. Also was ich am Anfang gesagt habe, ich habe auch mit Komponisten gearbeitet, mit neuer Musik gearbeitet, auch mit Oper, aber auch mit Tänzern, so dass letztlich das jetzt irgendwie alles immer so in meine Arbeit einfließt und dass es mich auch interessiert, also den Körper nochmal anders zu inszenieren, als es vielleicht in so einer normalen naturalistischen Aufführung wäre, sondern auch der Körper wirklich als konkreter, sich bewegender Körper wie ein Tänzer oder zu wechseln, dann auf eine andere Emotionalität, in eine andere Emotionalität, zum Beispiel vom Singen, also dass jemand mit einem Text sich in eine bestimmte Stimmung hineinspricht und dann singt, weil er dann viel ungeschützter ist. Also diese ganzen unterschiedlichen Arten, mit Performern auf der Bühne zu arbeiten, die interessieren mich schon seit langem. Erstmal. Ja. Donc c'est un développement, ce n'est pas venu d'un jour à l'autre. Effectivement, depuis un certain temps déjà, comme j'ai dit dans mes mises en scène, je m'intéresse à des influences très différentes. J'ai travaillé avec des compositeurs de musique nouvelle, j'ai travaillé avec des chanteurs d'opéra, avec des compositeurs de musique électronique. J'ai notamment aussi travaillé avec des danseurs, par exemple, et tout cela va influencer mon travail. Je m'intéresse par exemple aussi fortement au corps humain qui peut-être sur un plateau chez moi est différent que dans une mise en scène naturaliste, qui bouge, qui a une émotionnalité en lui-même, ou par exemple au chant qui aussi va transporter d'autres émotions moins protégées par exemple que si un acteur disait seulement un texte. Donc il y a beaucoup d'influences depuis un certain moment déjà qui influencé mon travail. Aber bei Small Town Boy jetzt ganz speziell war es so, dass am Anfang tatsächlich so ein paar Themen eher da waren, also die mich interessiert haben, nämlich also unser großes Thema war die Übergangsgesellschaft in Deutschland, also wie definieren wir unsere Gesellschaft jetzt neu, also die Frage der Identität, der Nation, aber auch die Rolle des Mannes in der Gesellschaft, also was ist da eigentlich erlaubt, wie darf man sich als Mann verhalten, welche neuen Arten von Beziehungen gibt es, so, das waren eigentlich so die Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und dann eben war das wirklich am Anfang eine große Recherchephase. Wir haben in 2 Phasen gearbeitet, die ersten 2 Wochen haben wir wirklich nur Filme geguckt, Texte gelesen, ich habe mit diesen 5 Schauspielern viel Zeit verbracht. Wir haben auch Songs gehört, jeder hat auch was mitgebracht, also die Schauspieler haben das zum Teil auch mitentwickelt, auch sehr persönliche Geschichten von sich erzählt und dann habe ich das so aufgeschrieben und dann kam diese Phase des Inszenierens, also erst später. Ja, es fing also eigentlich auch an als so ein ganz offenes, freies Projekt, wo es darum ging, so was interessiert uns jetzt, was wollen wir da so zum Thema machen auf der Bühne. Donc là, pour Small Town Boy en particulier, j'étais plutôt parti, ou j'ai travaillé plutôt à partir d'un sujet concret. Le grand sujet qui nous a intéressés, c'était la société de transition en Allemagne. En ce moment, la société est en train de changer. La question de ce qui est l'identité allemande et là-dedans, ce qui est le rôle de l'homme. Donc, ça m'a intéressé comment on peut se comporter en tant qu'homme. Quelles sont les nouvelles relations qu'il y a et donc on a répété en 2 phases, il y avait 2 phases de répétition et dans la première phase de répétition nous avons fait des recherches ensemble avec mes acteurs, les 5 acteurs qu'il y a dans la pièce. Nous avons vu des films, nous avons lu des textes ensemble, nous avons passé du temps ensemble et écouté des chansons ensemble. Et les acteurs aussi, eux, ils ont développé avec moi ce qu'on voit au final. Donc, c'est-à-dire aussi que eux, ils amenaient des textes et des influences qui les intéressaient à eux.
Et on a donc commencé comme un projet très libre et au cours des répétitions, on a densifié tout cela. Und wichtig ist auch natürlich ist der Raum, in dem das stattfindet, also die Bühne. Und ich arbeite seit 20 Jahren zusammen mit derselben Bühnenbildnerin, Katrin Hoffmann. Und die baut dann auch Räume oder so, in denen all diese unterschiedlichen Formen möglich sind. Das ist ja kein realistischer Raum. So, das ist ja ein Raum, in dem man sich auch performativ sozusagen verhalten kann. Wirkt dann wie eine Bühne, wie für ein Popkonzert, aber auch wie ein Wohnzimmer, wo die alle zusammensitzen, oder wirkt wie so ein Erinnerungsraum, auch wie so ein Rechercheraum. Also es ist so ein Raum letztlich auch, der ganz viel ermöglicht und zulässt und auch dazu einlädt, viele unterschiedliche Formen sozusagen auszuprobieren. Ja. Un autre élément qui est très important et qui est à l'origine de mes projets, c'est toujours l'espace. Donc, depuis 20 ans maintenant, je travaille avec la même scénographe qui est Katrin Hoffmann et qui est donc capable de construire des espaces qui permettent à moi et aux acteurs des formes très différentes d'expression théâtrale ou même de performance. Donc, l'espace que Katrin Hoffmann a construit pour Small Town Boy est un espace de performance. Ça peut aussi être une salle de séjour, ça peut être une salle de concert de pop, une salle de recherche. L'espace est toujours très important et me permet beaucoup de formes différentes. Bitte schön. Oui, moi je voulais juste poser une question parce que dans Small Town Boy, ce qui est personnellement me paru assez agréable aussi, c'est la liberté totale d'expression, de dire les choses très directement. Là, vous faisiez aussi mention justement de gens qui ont en Allemagne qui vous ont assigné en justice et qui du coup essayent de rogner sur cette liberté-là. Est-ce que vous sentez déjà dans votre écriture qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que parfois vous dites là ça va encore les agacer, alors je vais encore plus loin, ou inversement je réduis encore un peu, ou voilà, est-ce que ça modifie, est-ce que cette société de transition où il y a des pressions sur des artistes aussi qui peuvent se faire, est-ce que ça modifie vous-même votre propre liberté d'expression? Denkst du dann, ich gehe noch weiter, um sie anzugreifen, oder schränkt es die Freiheit eher ein? Also die sozusagen Übergangsgesellschaft, hat die einen Druck eher auf das Schreiben, oder macht sie die Freiheit, die du dir nimmst, größer? Also das ist so bei mir, dass ich eigentlich als Autor oftmals sehr mutig bin. Ne? Also dass ich sozusagen das ist auch oft so, dass Journalisten in Deutschland, wenn sie mich zum ersten Mal treffen, völlig überrascht sind, wenn sie mich sehen, weil sie sich immer so einen militanten Typen da vorstellen. Und ich bin eigentlich ja ganz so entspannt, so als Mensch in meinem normalen Leben. Und, aber als Autor weiß ich auch nicht, da traue ich mir eigentlich viel mehr als im echten Leben. Und das heißt, dass ich mich eigentlich nicht, oder ich lasse mich nicht, wie sagt man das, einschränken im Moment. Überhaupt nicht. So, also ich hatte auch vor diesem langen Monolog, der da in Small Town Boy ist, hatte ich auch ein bisschen Angst vor der Premiere, dass ich dachte, das gibt bestimmt Ärger und vielleicht kommen irgendwelche Russen auf mich zu und schlagen mich tot. Oder machen irgendwas, brechen mir das Bein oder so. Und ich glaube, das ist eigentlich immer wieder, muss man sich da so überwinden, bloß nicht in die Angst oder in die Selbstzensur reinzugehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass man das dann merkt, dass man beim Schreiben denkt, oh, darf ich das? Und dann sollte man das ruhig machen. So, das ist so meine Devise, dass also da, wo die Angst ist, da wird es ja auch interessant. Ne? Also da, wovor man Angst hat, da muss man eigentlich hin. Und es ist so im Moment jetzt, also wenn hat sie auch konkret auf Deutschland im Moment gefragt? Oder so die Situation die schon? Die Übergangsgesellschaft, von der du gesprochen hast. Ja.
Nee, also es ist so, im Moment habe ich nicht das Gefühl, ich müsste mich jetzt in Deutschland einschränken. Es ist immer noch ein demokratisches Land und man kann da eigentlich schreiben, was man will. So. Ja. Donc, je suis très courageux en tant qu'auteur. Et souvent, quand je rencontre des journalistes, ils sont par exemple surpris qu'ils ne rencontrent pas un militant, ils me perçoivent plutôt de quelqu'un de relax, et ce que je suis vraiment dans ma vie. Mais en tant qu'auteur, j'ose dire des choses, et j'ai beaucoup plus de courage en tant qu'auteur que j'aurais peut-être dans ma vie privée. Je ne me laisse pas intimider par des gens qui m'attaquent. Par exemple, pour Small Town Boy, il y a le long monologue de Thomas Wodianka. Là aussi, au jour de la première, j'avais un peu peur, j'étais un peu nerveux. Est-ce qu'il y aura des Russes qui vont venir m'attaquer, me briser une jambe? Mais non, je pense que non, il faut oser, il ne faut pas se laisser intimider. Si, par exemple, en train d'écrire, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'angoisse, c'est là que ça devient intéressant, c'est là où il y a l'angoisse qu'il faut aller en tant qu'auteur. Et aujourd'hui, en Allemagne, non, heureusement, c'est encore une démocratie. On a encore le droit de dire ce qu'on veut. Et je me censure pas. Moi, je me posais la question, est-ce que vous pourriez définir ce que c'est qu'une pièce, en fait? Parce que je sais que quand moi j'ai été confronté à travailler vos textes ici à l'école 2 fois, et j'ai souvent eu l'impression d'être plus confronté à des matériaux. Et puis il y a cette phrase d'Einor Müller aussi à laquelle vous souscrivez. Donc je me posais la question, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot pièce, en fait? Also, Theaterstück, Theatertext, Theaterstück, ja, das ist so eine Frage des Labels eigentlich. Also ich habe auch manchmal, das ist dann also einfach nur Theatertext genannt, ein Theatertext von Falk Richter. Oder was ist ein Theaterstück? Naja, ein Theaterstück ist sozusagen das, was Sie dann letztlich da in der Hand haben, ne, von mir, was Sie jetzt da im Buch lesen, das ist dann das Stück. Aber also ich denke selber meine Stücke auch oder meine Texte auch als Material. Es gibt auch gerade in Frankreich sehr interessante Inszenierungen meiner Texte, wo Regisseure Teile aus unterschiedlichen Texten, also aus unterschiedlichen Stücken genommen haben und sich da selber dann so ein eigenes Werk zusammengebaut haben. Ich sehe das so, dass es absolut erlaubt ist, wenn man meine Texte aufführt, zu streichen, was umzustellen oder das anders zu besetzen, also auf eine unterschiedliche Zahl von Schauspielern zu verteilen, als ich das gemacht habe. Es gibt jetzt gerade eine Arbeit von Cyril Test, Nobody heißt die tourt so durch Frankreich, auch sehr erfolgreich, wie ich gehört habe. Und da hat er aus 6 Stücken von mir sich Teile genommen und dann was Eigenes daraus gebaut. Stanislas Nordet hat 2007 in Avignon eine große Aufführung gemacht, Le Système. Da hat er auch aus 6 oder 7 meiner Texte und meinen Tagebüchern zusammen einen Abend gebaut, der über 6 oder 7 Stunden ging. Und das ist für mich alles erlaubt. Also ich bin jetzt nicht wie andere Autoren, die dann so wollen, dass jedes einzelne Wort genau so gesagt wird, wie es da steht, sondern meine Texte sind schon auch so Angebote für Regisseure. Also das heißt, der Regisseur kann dann auch noch künstlerisch oder kreativ tätig werden. Das Einzige, was ich auf keinen Fall will, ist, dass meine Texte umgeschrieben werden. Also dass sie irgendwie, dass die Sätze dann umformuliert werden. Also wenn, dann muss es erkennbar mein Text bleiben, aber mit dem Text kann man eigentlich letztlich machen, was man will. Muss man sich auch an keine einzige Regieanweisung halten. Kann man alles anders machen, als das steht. Das ist vielleicht die Definition des Materials, so eher wie das Heiner Müller nimmt. Und dann gibt es eben sowas, ich habe es selbst erlebt bei Harold Pinter, der das schon so nimmt, das darf kein einziger Satz
gestrichen werden. Also ich habe ihn kennengelernt, als er noch gelebt hat, jetzt ist er tot, aber da darf wirklich nichts verändert werden und da darf auch nichts dazugenommen werden. Das muss dann genau so gemacht werden, wie es da steht. Das sind so, vielleicht kann man das eine dann als Stück bezeichnen, das andere eher als Theatertext oder als Theatermaterial. Donc oui, qu'est-ce qu'une pièce? C'est plutôt une question de comment nommer les choses. Une pièce, oui, c'est un label. Peut-être, moi souvent j'appelle mes œuvres aussi des textes de théâtre. Donc ce qu'il y a dans le livre, après ça peut peut-être être nommé un texte, une pièce. Moi je pense mes pièces souvent vraiment comme du matériau. Donc ce terme de matériau, ça me parle beaucoup. Par exemple, en France, il y a des metteurs en scène qui travaillent avec mes textes et qui font souvent des montages de plusieurs pièces à moi. Et j'autorise cette manière de travail. J'autorise qu'on coupe, qu'on inverse ou qu'on fait une autre répartition de rôles. Il y a un travail, par exemple, de Cyril Test qui s'appelle Nobody, qui tourne en ce moment en France et qui rencontre beaucoup de succès, qui est monté de 6 de mes pièces, où il y a Stanislas Nordet qui en 2007 a fait une mise en scène qui s'appelait Le Système, qui était composé de 7 de mes textes et de mes journaux intimes, et qui était présenté à Avignon. Ça durait plus de 7 heures, et moi c'est quelque chose que j'autorise quand je vois mes textes comme des propositions pour des metteurs en scène. Ce que je veux pas, c'est qu'on change des mots, qu'on change le texte ou qu'on écrit un nouveau texte. Je veux que ce soit mon texte, mais on a tout le droit de ne pas respecter les indications de mise en scène et de le traiter comme un matériau au sens peut-être de Heiner Müller, de faire des montages par exemple. Le contraire, peut-être, ça serait des pièces, par exemple de Harold Pinter, que j'ai encore rencontré quand il était vivant, qui n'autorisait pas du tout de couper une seule phrase, ni d'ajouter des phrases à ces pièces. Ça, peut-être, ce serait donc vraiment l'opposé comme pièce. À 2h du matin, il faut que je sorte de cet appartement, loin de cet ordinateur. Ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Je n'arrive à rien. Là, je n'arrive à rien. Je n'ai plus de langue. Je n'ai plus de langue pour exprimer ce que je suis en train de ressentir et ce que je désire, là, maintenant. Je voudrais être le seul dans cette maison à savoir que la nuit était froide. Et j'aimerais écouter dedans et dehors, en toi, dans le monde et dans la forêt. La sonnerie d'une heure appelle l'autre et l'on voit jusqu'au fond du temps. Et après, c'est le silence. Et ce silence se fait de plus en plus fort et je me casse dans le métro à me laisser porter comme ça. Je regarde les gens, je les regarde dans les yeux et quand je suis très tranquille, j'entends ce qu'ils pensent. Je vois ce qu'ils sentent sur leur visage, à l'attitude de leur corps, leur façon d'être assis, d'éviter mon regard, de se tenir accrochés à eux-mêmes, comme à un corps étranger, comme s'ils étaient étrangers à eux-mêmes, des étrangers dans un pays étranger qu'ils n'habiteront jamais. Et combien je me sens étranger ici, comme tombé hors du temps, expédié ici depuis une autre planète pour... Oui, pourquoi en fait ? Quelle est ma mission ? Quelle est ma mission en fait ici sur la planète Terre ? Quand aurai-je enfin le droit de rentrer chez moi ? Je ne sais pas. Je roule, me laisse porter n'importe où, là où il n'y a pas d'être humain, des lieux de la ville la nuit où il n'y a personne, silence, calme, un peu de musique venue de quelque part. Je ne connais personne. Je ne comprends pas cette langue, la façon dont les voyelles s'enchaînent. Je reste là et j'écoute juste ces sons. Aucune idée de quoi ils se parlent tous. Peut-être des choses comme « je t'aime, j'ai besoin de toi, tu es ce que j'ai vu de plus beau dans ma vie ». Bien sûr que je vais prendre du temps pour toi, évidemment, je t'aime et je vais prendre tout le temps du monde. Et bien sûr, cette nuit, nous dormirons dans les bras l'un de l'autre.
Je t'aime, et donc on se tient fort dans les bras et on s'endort ensemble, on s'éveille ensemble et on est là pour l'autre et on passe du temps ensemble. Il y a un désir qui croît, quelque chose en moi. Il y a quelque chose en moi et je cherche des mots en moi pour enfin dire tout ça. À 2 heures du matin, tout est soudain très silencieux. À 2 heures du matin, je suis debout, immobile à la fenêtre et regarde à l'extérieur. À 2 heures du matin, je pense soudain, tu as tout raté. Tu as tout raté. Tu as le mauvais boulot, les mauvais amis, tu lis les mauvais livres, écoutes la mauvaise musique, tu te nourris mal, portes les mauvaises fringues et tu ne sais pas ce que tu veux. Allez, change de vie. Oui, allez, change de vie. À partir de demain, tu feras tout différemment. Apprends enfin à consommer de façon plus consciente et à bien répartir ton temps. À 2 heures du matin, le téléviseur me jette un regard tellement bizarre. Il veut clarifier notre relation une fois pour toutes. Il dit que je passe trop peu de temps avec lui. Il dit que je ne le remarque pas, que je ne fais pas vraiment attention à lui, que je ne lui laisse pas occuper l'espace de ma vie dont il est digne. Le téléviseur veut de l'affection. Il veut de l'amour. Je l'ai délaissé. Je ne sais rien de ce qui se passe actuellement dans le monde. Ces dernières semaines, j'étais si occupé que le monde, là, à l'extérieur, a arrêté d'exister. Pas d'informations, pas d'images. Et là, mon MacBook Air ouvre soudain toutes ses fenêtres et ses portails et me montre des contenus toujours nouveaux, me guide de lien en lien et gère d'un site d'information à l'autre et je me bouffe toutes ces images et je n'arrive plus à arrêter. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je vois là des êtres humains qui en égorgent d'autres avec un grand couteau ou qui tirent comme des fous tout autour d'eux avec des mitraillettes dans des salles de rédaction ? Quoi qu'il en soit, de très nombreux êtres qui tirent comme des fous autour d'eux, qui veulent uniquement que tout soit mort autour d'eux, aient disparu, soient éteints, ne vivent plus. À 2 heures du matin, je veux juste être couché dans tes bras. À 2 heures du matin, je regarde les photos de toi et de ton ami, ex-petit ami, pourtant re-petit ami, bras dessus, bras dessous, à Times Square, ou devant l'Opéra de Sydney, ou la Tour Eiffel, ou quelque part au bord de la mer, ou en train de dîner, ou d'aller en boîte. Et vous allez toujours bien, vous avez toujours l'air heureux, et vous avez toujours des amis autour de vous qui ont tous l'air beaux, sympas et drôles, et je pense, je veux ça, moi aussi. Je veux cette vie avec toi maintenant, tout de suite. Pourquoi tu ne me donnes pas ça ? Pourquoi je suis privé de tout ? Pourquoi la belle vie, la vie qui rit face à moi depuis tous tes profits, qui se rit de moi, qui est morte de rire en me regardant, pourquoi c'est encore et toujours moi qui en suis privé ? À 2 heures du matin, j'allume la télévision et ce flot d'images se jette sur moi et je n'arrive pas à mettre en perspective toutes ces images. Je ne peux pas avoir de position face à elle. Et je reste scotché sur la chaîne chrétienne, puis sur la chaîne consacrée à l'astronomie, puis la chaîne qui vend des pulls avec des chats pour 12,50 €. À 2 heures du matin, je lis soudain cette phrase. La difficulté aujourd'hui n'est plus d'exprimer librement son opinion, mais de créer des espaces libres de solitude et de silence, où nous trouvons quelque chose à dire. Et je pense, ah bon, ça a l'air bien, et maintenant... À 2 heures du matin, je veux soudain trouver une position, une prise de position dans tout ça. Il faut que j'y arrive. Il faut que je franchisse ce mur du son. Il faut que je puisse enfin mettre tout ça en perspective. Trouver le bon rapport avec tout ça. Comprendre enfin tout ça. Enfin comprendre comment placer tout cela dans un contexte de sens bien structuré et analysé, équilibré de tous côtés. Je cherche un contexte de sens où je puisse enfin me placer, moi, et ce monde extérieur. À 2 heures du matin, je tombe de tous ces contextes, de toute certitude, et je crie très fort, « Tiens-moi fort, et ne me le laisse pas partir. » Et ma voisine frappe à la porte et me demande d'enfin mettre ce psycho-thriller moins fort. « Je veux dormir avec toi. » À 2 heures du matin, je commence doucement à chanter. À 2 heures du matin, je me souviens de bribes de chansons pop et de poèmes. You promise me poems, so how come you hate me? À 2 heures du matin, je cours nu dans les rues.
J'ai vu ça une fois dans un film, enfin je ne fais jamais ça en fait, je n'ai, je crois, pas du tout envie de le faire, ça m'est juste venu comme une image, une métaphore, enfin. Je veux juste faire quelque chose de fou, mais quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je n'ai pas vraiment d'idée, je n'ai plus de langue qui permette de dire ce que je veux vraiment. Le désir d'une langue qui vienne enfin nous sortir d'ici se fait de plus en plus grand. Et c'est la fin.